Alors, sans plus tarder, je vous souhaite la bienvenue. Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Mon nom est Pierre Perrin. Il me fait plaisir, en tant que président, de vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à cette troisième Assemblée générale. Votre présence exprime bien votre intérêt pour votre coopérative financière. J'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Vincent Derry, directeur développement des affaires, moyennes entreprises au Centre Desjardins Entreprises, M. Derry, ainsi que Mme Chantal Pétel, agente en assurance de dommages de Desjardins Assurance Générale, et Caroline Lamont, conseillère en sécurité financière de Desjardins Sécurité financière. Bonsoir à tous. Je déclare maintenant cette assemblée ouverte. J'aimerais vous présenter les gens qui prennent place avec moi. À mon extrême droite, M. Michel Sabourin, président du conseil de surveillance. M. Hugues Saint-Jacques, secrétaire au conseil d'administration, ainsi que notre directeur général, M. Philippe Harkins. Le secrétaire de l'Assemblée, M. Saint-Jacques, sera assisté dans ses fonctions par M. Harkins. Nous invitons donc à proposer ou seconder les diverses propositions tout au long de l'Assemblée. Dans le but de faciliter le travail des secrétaires et de nous permettre de refléter fidèlement nos discussions, je sollicite votre collaboration afin de vous identifier clairement au moment de faire et d'appuyer une proposition. Surtout avec l'éclairage ambiant de cette salle, on voit qu'il y a des zones d'ombre dans cette salle. Donc, identifiez-vous très clairement, s'il vous plaît. J'invite maintenant M. Hugues Saint-Jacques à nous lire la définition de membre ainsi que l'essentiel des responsabilités en tant que membre. M. Saint-Jacques. Merci, M. Perrin. Alors, bonsoir. Alors, je vous rappelle que seul le membre de plein droit, admis depuis au moins 90 jours, peut proposer ou appuyer une proposition et voter. Ce membre est celui qui respecte les conditions suivantes. Est une personne physique, âgée d'au moins 18 ans et qui remplit les conditions relatives aux liens communs prévus au statut de la Caisse, c'est-à-dire qu'il a son domicile, une résidence, un établissement ou un travail habituel sur le territoire de la Caisse. Est une personne morale ou une société, est un membre réadmis, membre de plein droit. Une personne morale ou une société ou un groupement de personnes ne peut se faire représenter que par une personne physique. Un représentant ne peut agir à ce titre que pour un seul membre. Fait à noter, le groupement de personnes est considéré comme un membre auxiliaire. Il peut donc être représenté, prendre la parole et poser des questions, mais ne peut pas proposer ni appuyer une proposition, ni voter sur aucun sujet durant l'Assemblée. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques. Avant d'aller plus loin, il y a lieu de vous présenter certaines règles de fonctionnement définies au règlement de régime interne de la Caisse afin d'assurer le bon déroulement des interventions des participants. Tout membre qui désire s'exprimer devra d'abord s'avancer à l'un des micros et attendre que le président lui accorde le droit de parole. En effet, tout intervenant ne peut prendre la parole qu'après en avoir reçu la permission du président de l'Assemblée. Le membre devra d'abord s'identifier en se nommant. Chaque intervenant ne devra poser qu'une question ou ne faire qu'une seule intervention à la fois. Chaque question ou intervention ne devra pas dépasser 3 minutes, tel que prévu à l'article 12.14 de notre règlement de régime interne. Une fois la question posée ou l'intervention faite, le membre devra laisser sa place et retourner s'asseoir pour permettre la poursuite des délibérations. Il sera toujours possible pour un membre de faire une deuxième intervention ou de poser une deuxième question. Toutefois, il devra le faire après les autres intervenants, laissant d'abord s'exprimer les membres qui ne se sont pas fait entendre une première fois. Les règles que l'on vient de vous exposer sont nécessaires pour contribuer au bon déroulement de l'Assemblée. Toutefois, j'entends appliquer ces règles avec une certaine souplesse tant qu'il n'y aura pas d'abus. Maintenant, j'invite M. Saint-Jacques à nous faire la lecture de l'ordre du jour qui vous a été remis à votre arrivée. Alors, en premier lieu, vous avez l'ouverture de l'Assemblée. 2, l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle. Ensuite, il y a la présentation des résultats. Premièrement, le rapport du Conseil d'administration, le rapport du Conseil de surveillance, la présentation du rapport financier, la présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu,
La présentation du bilan de la distinction coopérative. Il y aura une période de questions des membres, premièrement au conseil d'administration et deuxièmement au conseil de surveillance. Pour fin de décision, il y aura l'adoption du taux d'intérêt sur les parts permanentes, l'adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne et l'adoption de la répartition des excédents annuels. Suivi des élections. Alors, premièrement, il y aura les élections des membres du conseil d'administration, l'élection des membres du conseil de surveillance, la signature de l'engagement solennel des personnes élues et, finalement, la levée de l'Assemblée. Merci, M. Saint-Jacques. Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cet ordre du jour? Pour un proposeur. Nathalie Lamarche propose, appuyée par M. Pierre Lalonde. Je tiens à vous préciser que si vous désirez ajouter un sujet à l'ordre du jour, il faut une proposition d'amendement dûment appuyée à la proposition présentement à l'étude. Par contre, vous devez savoir, avant de faire une telle proposition, que l'ajout d'un sujet à l'ordre du jour ne peut être fait que pour un point d'information qui doit nécessairement être d'intérêt pour l'ensemble des membres de notre Caisse. En aucun temps, le sujet ne pourra faire l'objet d'une prise de décision par l'Assemblée. Il me reviendra en tant que président de l'Assemblée de déterminer si les propositions peuvent être recevables ou non. Sachez également que vous aurez la possibilité de vous faire entendre lors des périodes de questions, vous étant réservé au point 9 de l'ordre du jour. Nous sommes maintenant prêts à voter. Ceux qui sont pour, veuillez lever votre carton de la couleur verte. Ceux qui sont contre. Donc, je déclare la proposition de l'ordre du jour adoptée à l'unanimité. Le prochain point de l'ordre du jour, pour nous permettre de nous remémorer les principales décisions de la dernière Assemblée générale, je demanderai une proposition autorisant M. Saint-Jacques à lire seulement un résumé du projet de procès-verbal de l'an passé. Est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Monsieur Fernand Lamarche, appuyé de M. Bertrand Émaux. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui sont pour? Qui sont contre? Je déclare la proposition de lire seulement un résumé du procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle adopté à l'unanimité. J'invite donc M. Saint-Jacques à nous faire la lecture des résolutions contenues dans le dernier procès-verbal. M. Saint-Jacques. Merci, Pierre. Alors, messieurs, mesdames, voici le résumé de la dernière Assemblée générale annuelle de la Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées en date du 19 avril 2016. Il y a eu présentation des rapports. En ce qui concerne le taux d'intérêt sur les parts permanentes, nous avons adopté de verser le taux maximum permis par les règlements, c'est-à-dire le taux moyen de 3,88 %, soit réparti comme suit, de 4,25 % pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 et 3,5 % pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. Nous avons adopté le taux d'intérêt de la part sur les parts de ristourne en optant de verser le taux maximum permis par les règlements, c'est-à-dire le taux moyen de 3,88 % et qui se détaille comme suit, de 4,25 % pour la période du 1er janvier au 30 juin 2015 et de 3,5 % pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2015. La répartition des excédents annuels a été adoptée. Il y a aussi adoption des modifications au règlement de régie interne afin de diminuer de 15 à 13 le nombre de dirigeants au conseil d'administration ainsi qu'au règlement relatif à la rotation des dirigeants. Nous avons procédé à la période d'élection au conseil d'administration et au conseil de surveillance ainsi qu'une période de questions des membres. Merci beaucoup, M. Saint-Jacques. Je demande donc une proposition pour l'adoption du procès-verbal de la dernière Assemblée générale. Quelqu'un en fait-il la proposition? Mme Nicole Perrand. M. Hachin appuie. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur cette proposition? Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Je
Je déclare donc la proposition d'adopter le procès-verbal de la dernière Assemblée générale annuelle adoptée à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 4 du rapport du Conseil d'administration. Avant de vous livrer le rapport, laissez-moi tout d'abord vous présenter les membres formant le Conseil d'administration. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Monsieur Jean-Claude Pelletier, Monsieur Hugues Saint-Jacques, Monsieur Normand Achin. Madame Annie Boucher est retenue par son travail à l'extérieur. Par contre, elle viendra se joindre à nous durant la soirée. Il y a Madame Lucie Bourassa, Madame Magali Jade Boyer, elle aussi est retenue par son travail à l'extérieur. Monsieur Ghislain Guindon, Monsieur Michel Labrosse, qui ne peut pas se cloner car il avait une autre Assemblée générale à assister ce soir, malheureusement. Madame Karine Lauzon, Madame Maude Raby-Morin, Madame Guylaine Saint-Amour et Monsieur Yves Soucy. J'aimerais souligner aussi la part de M. Pierre-Luc Saint-Jacques, à titre de dirigeant qui a dû nous quitter au sein du Conseil d'administration en août dernier. Alors, mesdames et messieurs, pour votre rapport constituant à y faire évoluer notre caisse, merci énormément. Maintenant, le rapport. C'est avec plaisir que je vous présente au nom des dirigeants cette revue de l'année 2016 pour la Caisse Desjardins du Cœur des Vallées. L'année 2016 a été marquante dans l'histoire de Desjardins. Un des événements importants a été l'élection de M. Guy Cormier à titre de président du mouvement Desjardins. Déjà le plus jeune président de l'histoire du mouvement a su mobiliser les employés et les dirigeants autour de ses idées ambitieuses. La principale consiste à aligner notre mouvement sur sa raison d'être, soit d'enrichir la vie des personnes et des communautés en contribuant activement et de manière significative à une économie durable. À titre d'exemple, un nouveau fonds de développement de 100 millions de dollars a été mis en place pour soutenir des projets d'entrepreneuriat, de développement d'affaires, ainsi que d'innovation économique et sociale dans les régions. Il s'agira d'un fonds complémentaire au fonds d'aide de développement du milieu des caisses et aux actions du capital régional et coopératif Desjardins. Également, afin d'être plus à l'écoute des jeunes, un comité aviseur jeunesse a été mis sur pied à l'échelle du mouvement. Celui-ci sera formé de membres, de dirigeants élus, de caisses et d'employés de Desjardins âgés de 18 à 35 ans. Tout cela témoigne de la variété des actions que nous mettons en place afin d'être premiers dans le cœur des gens. En 2016, notre caisse a enregistré des excédents d'exploitation de 3,6 millions. Ces résultats sont un indicateur de la saine gestion des affaires de la caisse. Cette performance nous encourage à poursuivre nos efforts pour vous offrir des services et des solutions répondant toujours à vos attentes. Je tiens à remercier nos membres pour ces excellents résultats. Votre fidélité envers votre coopérative demeure notre principal moteur de succès. En effet, une plus grande utilisation des produits et des services de la Caisse entraîne un effet positif direct sur sa rentabilité. Le dynamisme créé par cette loyauté sera non seulement bénéfique pour la Caisse et ses membres, mais aussi pour toute notre collectivité. La Caisse a justement redistribué plus de 218 000 $ l'an dernier dans notre collectivité afin d'appuyer des projets stimulants pour notre vitalité sociale et économique. De cette somme, 150 000 $ provenaient du Fonds d'aide au développement du milieu, une ristourne collective votée par les membres en Assemblée. Notre priorité demeure votre satisfaction quant à la qualité de nos produits et à l'excellence de nos services. Nous continuerons à adopter des approches simples, humaines, modernes et performantes afin de conserver notre place privilégiée dans votre vie financière. Nos approches modernes nous permettent justement d'être plus que jamais accessibles grâce à notre éventail de services virtuels. Des solutions de paiement mobile Desjardins et Apple Pay, le dépôt mobile de chèques et les virements Interac ne sont que quelques-unes des nouveautés mises à votre disposition. En complément de nos offres virtuelles, certains produits financiers sont proposés en exclusivité sur Accéder. Du bout des doigts, vous pouvez profiter d'un compte d'épargne à intérêt élevé, exempt de frais de service,
ou encore avoir accès à des produits de placement garantis liés au marché. C'est simple et exclusif aux membres de Desjardins. En tant que membre, vous avez justement un rôle à jouer dans l'évolution de votre caisse afin de la rendre toujours plus performante. Un des meilleurs moyens pour y parvenir est de nous faire part de vos idées, de vos impressions et de vos commentaires constructifs. C'est ensemble que nous pouvons faire rayonner le caractère profondément humain et distinctif de notre caisse. La Caisse a déployé sa nouvelle offre de services axée sur les besoins spécifiques des membres, à chaque étape importante de leur vie. Cette nouvelle approche personnalisée, mieux adaptée à votre réalité, évoluera au rythme de vos projets et de vos besoins. Afin de toujours mieux vous accompagner vers l'atteinte de vos objectifs financiers, nos conseillers sont spécialement dédiés à votre réalité, correspondant au cycle de vie suivant: en démarrage de vie financière, en milieu de vie active, en préparation à la retraite, en appui aux chefs d'entreprise et aux professionnels en affaires. Bien au fait des rêves, mais aussi des défis associés à chacun de ces moments spécifiques, ils sauront vous guider afin que vous preniez les meilleures décisions pour réaliser vos projets en toute quiétude. Je tiens à remercier mes collègues dirigeants, les gestionnaires ainsi que tous les employés de la Caisse pour leur engagement de tous les instants. Leurs compétences et leur grande capacité d'adaptation permettent à notre coopérative de répondre toujours plus efficacement à vos besoins. Enfin, de manière encore plus marquée, merci à nos 23 725 membres pour la confiance qu'ils nous témoignent. Merci beaucoup. Nous sommes maintenant rendus au point 5 du rapport de conseil de surveillance. Pour le conseil de surveillance, je cède maintenant la parole à M. Michel Sabourin. Merci beaucoup, M. Perrin. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je voudrais tout d'abord vous dire également, comme Pierre l'a mentionné au début, un gros merci à vous toutes et à vous tous d'être avec nous ce soir. Votre présence à notre Assemblée générale annuelle est très appréciée. Je voudrais tout d'abord vous présenter les membres qui forment le conseil de surveillance. Et je leur demanderai de se lever. Messieurs Hugo Blais, Bernard Brazeau, Marc-Olivier Guindon, que je n'ai pas vu, je crois, il est ici. Non, il est là. Allô, Marc-Olivier, salut. Et la dernière, et certainement pas la moindre, Mme Gabrielle Papineau. J'aimerais également souligner la part de M. Benoît Gillespie, à titre de conseiller qui a dû nous quitter au sein du conseil de surveillance au mois d'août dernier. Merci, Madame, Messieurs, pour votre engagement envers la Caisse Desjardins du Cœur-des-Vallées. Je vais maintenant vous livrer le rapport du conseil de surveillance, qui s'est fait sous deux dimensions. Une dimension éthique et déontologique et une dimension coopérative, puis ça vous donne en général notre rôle à la Caisse Desjardins du conseil de surveillance. Chaque année, alors premièrement, dimension éthique et déontologique. Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse, ça c'est très important, je recommence. Chaque année, les dirigeants et les employés de la Caisse renouvellent leur engagement à respecter le Code de déontologie Desjardins. Ce code précise les comportements attendus et ceux jugés non acceptables. Sur le plan éthique, également très important, le conseil de surveillance s'est assuré que la Caisse, les dirigeants et les employés ont pris en compte les valeurs de Desjardins pour guider leur conduite. Voici donc le bilan de la surveillance relative à 3 règles déontologiques pour la dernière année. Premièrement, aucune situation de conflit d'intérêts n'a été constatée. Deuxièmement, les dépôts et les prêts accordés aux personnes intéressées à l'égard de la Caisse, soit les dirigeants, le directeur général de la Caisse, les dirigeants de la Fédération des Caisses Desjardins du Québec et leurs personnes liées, ont tous
ait été consenti en conformité avec les règles déontologiques qui s'appliquent. Les prêts qui leur ont été accordés totalisent 5 274 539 $. Troisièmement, la Caisse et ses centres n'ont octroyé aucun contrat de fourniture de biens et de services à des personnes visées par le Code, telles les personnes intéressées, les employés de la Caisse, les gestionnaires des centres et leurs personnes liées. Surveillance maintenant de la dimension coopérative. Sur le plan de la dimension coopérative, le Conseil de surveillance doit notamment s'assurer de l'intégration des valeurs de Desjardins dans les pratiques commerciales et les pratiques de gestion de la Caisse. Il doit également veiller à ce que la Caisse contribue au développement de son milieu et à l'éducation économique et financière des membres. Enfin, le Conseil s'assure que les membres soient informés sur les sujets d'importance pour eux. Ainsi, au cours de la dernière année, les activités du Conseil ont porté sur les éléments suivants. La participation des membres à la vie associative, notamment les mécanismes mis en place par la Caisse pour informer, écouter et consulter ses membres. Les activités et les moyens offerts aux membres pour les accompagner dans leur gestion financière. Les stratégies mises en place par la Caisse pour améliorer la satisfaction des membres et répondre à leurs besoins. Le soutien de la Caisse au développement du milieu, notamment par l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu et l'octroi de dons et commandites. Et en dernier, la collaboration de la Caisse avec les autres types de coopératives. Le Conseil de surveillance est satisfait des travaux réalisés au cours de la dernière année. Je profite de l'occasion pour remercier les membres du Conseil pour leur contribution, ainsi que la Direction générale pour son soutien dans la réalisation de notre mandat. Je vous remercie de votre attention et je repasse la parole à M. Perra. Merci beaucoup, M. Sabourin. Nécessairement, vous pourrez adresser vos questions aux deux conseils après la période d'élection. Donc, nous sommes maintenant rendus au point 6, à la présentation du rapport financier de la Caisse. J'invite donc M. Philip Parkins à vous faire part des résultats de la dernière année financière se terminant le 31 décembre 2016. Merci, M. le Président. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais présenter quelques personnes dans la salle, dont l'équipe de gestion. Premièrement, M. José Cardozo. José, si tu veux bien te lever. José est directeur développement de marché. On parlait tout à l'heure de cycle de vie, démarrage vie financière et milieu de vie active. José s'est joint à l'équipe en janvier 2017, donc tout récent. Bienvenue chez nous. José Labelle, qui est directrice développement marché, préparation à la retraite et retraite. Bonsoir, José. Clairette Lapointe. Clairette qui est ici quelque part. Est à l'accueil. Est à l'accueil. Est à l'accueil, donc est à l'accueil ce soir, qui est directrice service aux membres. Céline Hénéa, qui est directrice adjointe service aux membres. Chantal Lalonde, directrice, je sais, je coupe ton titre, Chantal, mais directrice soutien aux ventes. Nathalie Perra, directrice qui va nous entretenir tout à l'heure, directrice ressources humaines et communications. Et Véronique Côté, évidemment adjointe à la direction générale, qui est à l'arrière. Bonsoir, Véronique. J'aimerais aussi souligner la présence de plusieurs employés, qui nous démontrent, dans un premier temps, par leur participation à l'Assemblée, par leur participation aussi à titre de bénévole, qu'ils ont à cœur, la coopérative. Il faut se rappeler aussi qu'ils sont membres de la coopérative également. Donc, bonsoir, je ne pourrais nommer tous les employés, mais bonsoir à tous. Voilà pour les présentations. Vous avez reçu, dans le rapport financier, dans votre enveloppe, un sac que vous avez reçu, dans lequel vous avez trouvé le rapport financier 2016. Vous allez voir qu'il n'est pas tellement complet. On va en parler tout à l'heure un peu pourquoi il est comme ça. Des changements cette année. Vous avez évidemment le bilan qui est à l'intérieur et l'état du résultat, les réserves également et certaines informations complémentaires. Les personnes qui sont habituées ont certainement remarqué que l'état financier est non audité. En fait, c'est une nouvelle procédure chez Desjardins.
En 2016, en fait, il y a eu des amendements à la loi sur les coopératives de services financiers qui ont été adoptés au printemps 2016, et ceux-ci dispensent les caisses maintenant, à compter de 2016, d'avoir des états financiers audités. En contrepartie, la Fédération fournira des états financiers combinés des caisses des Jardins du Québec qui seront audités par un auditeur indépendant. Donc, finalement, c'est en mode d'audition centralisé pour 2016. Les états financiers de la Caisse seront donc remplacés par un rapport financier, ce que vous avez entre les mains, dont la teneur est établie par une norme de la Fédération et approuvée par l'Autorité des marchés financiers. Évidemment, l'Autorité a approuvé la teneur du rapport financier et la préparation du rapport financier que vous avez entre les mains a été confiée à la vice-présidence direction financière du Mouvement des Jardins. Donc, sans plus tarder, au niveau, dans un premier temps, maintenant, si on regarde un bilan de caisse, bilan exclut certaines opérations, et je pense que le bilan ne reflète pas tout à fait l'ensemble des opérations de la Caisse. Si on regarde ce qui est présenté à l'écran, on parle du total du volume d'affaires sous gestion. Il est beaucoup plus complet. Ça comprend dans ça les prêts qui sont faits sur accordé, parce que vous savez, maintenant, on fait des prêts aussi sur accordé, sur Visa ou Mastercard. On fait aussi des fonds de placement. Souvent, les gens ont des fonds de placement qui ne sont pas des actifs de la Caisse, donc qui ne se retrouvent pas au niveau du passif de la Caisse ou au niveau de l'actif de la Caisse. Également des valeurs mobilières, ceux qui font affaire avec valeurs mobilières des jardins ou gestion privée des jardins. Ces actifs-là n'apparaissent pas au bilan de la Caisse. Donc, si on regarde au niveau du volume d'affaires, le total d'épargne placement des dépôts des membres au 31 décembre il était de 743 121 000, alors que le financement ou les prêts aux membres en totalisaient 763 395 000. Donc, le total du volume d'affaires sous gestion à la Caisse, 1 506 516 000, ce qui représente une croissance de 4,7 par rapport à l'année dernière. Au niveau du bilan, donc si on regarde l'actif, on termine l'année à 803 millions d'actifs, une variation de 2,6 par rapport à l'année précédente. Au niveau du total de l'actif, évidemment, ce ne sera pas une grande surprise. Vous voyez que la grande partie, les prêts aux particuliers représentent 72 %. C'est normal, on est une entreprise d'intermédiation financière. Les prêts aux entreprises, 22 %. Le reste, c'est réparti entre la trésorerie, les valeurs mobilières des autres actifs. Donc, 94 % représentent des prêts aux particuliers et aux entreprises. Au niveau des liquidités de la Caisse, en fait, les dépôts de trésorerie sont évalués à 10 558 000 à la fin de l'année. Des placements à la Fédération pour 26 496 000, donc un total de 37 054 000. La Caisse a donc des réserves de liquidité assez importantes pour faire face à cette opération. Ça représente près de 13 % de croissance sur l'année passée. Au niveau du total des prêts, au niveau du particulier, on l'a vu tout à l'heure, 548 973 000. En fait, c'est une légère baisse, moins d'1 % de baisse par rapport à 2015. Au niveau des entreprises, on termine l'année avec 164 289 000, ce qui représente quand même une hausse importante de 11,5 %. Et tout à l'heure, on a vu Vincent Derry et son équipe, entre autres, qui ont collaboré étroitement à cette magnifique croissance de 11,5 %. Donc, on termine avec 711 672 de prêts. Au niveau du passif de la Caisse, les dépôts des membres totalisent 473 585 000. On comprendra que la Caisse, évidemment, n'a pas suffisamment de dépôts pour couvrir l'ensemble de ses opérations de prêt. Donc, la Caisse emprunte, évidemment, principalement auprès de la Fédération pour les liquidités pour, évidemment, faire les prêts en conséquence. Les autres passifs, 11 717 000, donc un total passif de 727 557 000 ou une croissance de 2,1 %. Maintenant, ce qui est important aussi, le total de l'avoir. Donc, l'avoir de la Caisse, le capital social, on en a pour 6 286 000. Les excédents à répartir, on verra tout à l'heure la répartition proposée, 4 291 000. Les cumulatifs des autres résultats globaux, 1 616 000. Et l'ensemble des réserves de la Caisse, 63 030 000, pour un grand total de 75 223 000, ou une progression, en fait, de l'avoir de 7,4 %. Au niveau de la répartition des réserves, en fait, on voit la réserve de plus-value, 17 535 000, la réserve générale, 38 243 000, la réserve de stabilisation, 2 626 000, la réserve pour ristourne éventuelle, 4 072 000, et le fonds d'aide au développement du milieu, la réserve fonds d'aide au développement du milieu, 554 000. Donc, un grand total de 63 030 000, ou une progression de près de 9 %. Voici qui complète, en fait, la partie bilan.
Maintenant, si on va à l'état des résultats ou l'état du résultat, on a les revenus d'intérêt, évidemment, qui sont la principale composante. En 2016, ça totalisait 23 264 000. Et si on regarde le tableau, on voit que c'est une décroissance de 4 %. On voit qu'en 2015, ça avait également décru par rapport à 2014. Donc, la tendance des dernières années, évidemment, est à la baisse. Pourquoi? Bien, on parle de revenus d'intérêt. Donc, ceux d'entre vous qui vivez de revenus d'intérêt, bien, nous aussi, on vit de revenus d'intérêt au niveau de la Caisse. La Caisse vit de revenus d'intérêt. Donc, c'est sûr que quand les taux d'intérêt baissent, on peut faire des hypothèques actuellement, ce que vous voyez souvent, c'est des taux comme 2,49 ou des choses comme ça. Bien, c'est sûr que ça vient diminuer les revenus d'intérêt. Au niveau du revenu net d'intérêt, en fait, donc les revenus d'intérêt, on l'a vu tout à l'heure, 23 264 000. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'évidemment, les frais d'intérêt diminuent également. Donc, les frais d'intérêt ont diminué également de 4 % On était à 10 840 000. On était à 11 286 000. Vous n'avez pas ça sur le tableau, mais dans les états financiers, 4 % de moins. Donc, on termine évidemment l'année avec 12 424 000 en décroissance de 4,1 %. Au niveau des autres revenus maintenant, autres revenus qui sont des revenus de toutes sortes, ça peut être des commissions de filiales avec des jardins d'assurance générale, des jardins de sécurité financière, des valeurs mobilières, les fonds de placement et des frais de service. Donc, si on regarde en 2016, on a 6 645 000. C'est une progression de 2,2 %. Mais fait intéressant, si on regarde au tableau, en 2015, on avait 6 504 000, mais en 2014, on avait 6 189 000. Donc, sur 2 ans, on a une croissance au niveau de nos autres revenus qui vient pour compenser une partie de ce qu'on manque au niveau des revenus d'intérêt pour un montant de 456 000 ou 7,4 % de croissance, ce qui représente une très bonne performance. Au niveau de la dotation à la provision pour créance, pour perte sur créance, bien évidemment, ça a été une année difficile, je vous dirais, pour nos membres, en fait, premièrement pour nos membres, parce que, écoutez, augmentation de faillite, en fait, dans le secteur, difficulté pour les membres de refinancer. On avait assisté quand même à des croissances de valeur depuis au moins les 4-5 dernières années. Disons, les 2 dernières années ont peut-être été un petit peu plus difficiles. Donc, il n'y a plus de croissance de valeur. On sent qu'il n'y a plus de croissance. Donc, difficile de refinancer une propriété pour faire des rénovations ou faire une consolidation de dette quand la valeur baisse. Des délais de vente aussi qui augmentent. Donc, quand ça va mal, on essaie des fois de vendre. Les délais de vente ont souvent été des délais supérieurs à 1 an. Donc, ça fait quand même une difficulté. Les nouvelles normes de la Société centrale d'hypothèque et de logement aussi qui sont venues un petit peu compliquer tout ça dans le cas de refinancement, entre autres. Donc, tout ça fait qu'on a ramassé, on a eu quand même des dotations perte sur prêt pour 1 107 000, soit une croissance non souhaitée, évidemment, de 45,1 %. On était à 763 000 l'année précédente et 848 000 il y a 2 ans. Donc, je peux vous dire par contre que cette année, après 3 mois, la situation quand même s'améliore. On espère que la situation va s'améliorer pour 2017. Frais autres que d'intérêts. Donc, évidemment, tous les frais autres que les intérêts qu'on a vus tout à l'heure. En 2016, on en a pour 14 351 000. Variation positive, parce qu'on considère que de réduire nos frais autres que d'intérêts est une variation positive, donc de 3,1 %. Si on regarde, l'important aussi, c'est que si on regarde il y a 2 ans, on avait 15 058 000. Donc, depuis 2 ans, c'est près de 5 % de baisse au niveau de nos autres frais que d'intérêt, qui comprend l'ensemble de nos frais, on va le voir tout à l'heure. Donc, je pense que c'est très important, c'est un bon contrôle de nos coûts. Et tout ça malgré l'inflation, donc parce qu'il faut quand même face à faire l'inflation, que ce soit les augmentations de salaire, les augmentations de loyer, les augmentations de l'Hydro-Québec ou peu importe, il y a des augmentations partout. Donc, dans les frais autres que d'intérêt, vous avez un graphique ici qui démontre, en fait, ce n'est pas une surprise, le personnel, évidemment, 41 %. On était quand même à 44 % en frais de personnel il y a 2 ans. En fait, l'année passée, en fait, en 2015. Donc, c'est quand même une réduction au niveau des frais de personnel. Les compositions du mouvement, dans les cotisations au mouvement, parce qu'on fait partie d'un grand mouvement, ça représente 13 %. Les frais relatifs à l'aide au développement du milieu, évidemment, c'est 1 %. L'informatique, en fait, on est à 14 %. Vous savez que l'informatique coûte de plus en plus cher. On n'a pas le choix. Si on veut continuer à faire des opérations, il faut offrir des produits de plus en plus technologiques et se développer à ce niveau-là. Et finalement, les frais généraux, l'ensemble des frais, on est à 28 % du total. Légère baisse, on était à 27 % l'année précédente. Donc, si on arrive aux excédents avant ristourne, donc excédents avant ristourne, les excédents d'exploitation, donc ça, c'est vraiment les excédents d'exploitation de la Caisse, les opérations de la Caisse. On est à 3 611 000.
Légère baisse, on était à 3 891 000 l'année dernière, donc une baisse de 7,2 Mais si on regarde en 2014, qui était la première année de la caisse fusionnée, la nouvelle caisse au Cœur des Vallées, on était à 3 375 000. Donc 3 611 c'est quand même une très bonne année au niveau des excédents d'exploitation. Les revenus liés au placement dans la fédération, parce qu'on a évidemment des placements, quand on parle de placement, c'est qu'on est copropriétaire de Desjardins Assurance Générale, de Desjardins Sécurité Financière, de la Fiducie Desjardins. Donc, nos fonds de participation, on appelle ça comme ça, ont quand même connu une croissance très intéressante de 3 969 000 par rapport à 3 619 000 l'année précédente. Les revenus ou les pertes, en fait, liées à la juste valeur marchande des instruments financiers dérivés, on voit 783 000. Ça, en fait, ça tombe tout, on voit toujours 783 000 de pertes sur des instruments dérivés. En fait, ça, c'est des pertes non matérialisées. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les normes comptables IFRS, les normes internationales, on n'a pas le choix. On doit faire une évaluation de la valeur marchande de nos produits dérivés. Les produits dérivés, en fait, sont utilisés pour se protéger contre des fluctuations de taux d'intérêt. Et à la date du 31 décembre 2016, quand on fait l'évaluation, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 783 000, que ce qu'on a investi. Par contre, je vous rassure tout de suite, c'est une perte non matérialisée que normalement, on ne matérialisera jamais parce qu'on va normalement aller jusqu'à l'échéance de ces swaps-là, de ces produits-là. Et à ce moment-là, on va arriver kiff-kiff. Regardez, l'année précédente, on avait 415 000 de surplus par rapport à ça. Ça fait des bonnes fluctuations aux états financiers. Excédent avant impôts et ristournes, donc 6 797 000. Les impôts sur les excédents, évidemment, comme tout le monde, on doit payer notre quote-part. 1 208 000. Et les excédents avant ristourne, donc 5 589 000 par rapport à 5 937 000 l'année précédente, ce qui complète l'état du résultat. Un élément important pour nous, la suffisance des fonds propres. Donc, il faut avoir évidemment un taux de capitalisation important. On a adhéré évidemment à Desjardins dans son ensemble à BAL 3. Il y a eu BAL 1, BAL 2, BAL 3. On s'en va sur BAL 4. Donc, le taux de capitalisation, en fait, l'exigence réglementaire est à 11 Donc, on doit avoir 11 ça, c'est en fait, nos avoirs de catégorie 1A sur les actifs à risque. C'est ce que ça donne comme pourcentage. La cible du mouvement est à 13,50 et votre caisse Cœur des Vallées est à 14,7 ce qui nous situe au-delà de la cible du mouvement. La Caisse a évidemment comme obligation de maintenir un capital au niveau requis à moyen et long terme. C'est sûr il faut comprendre aussi que si on veut donner des ristournes au maximum, en fait, on verra tout à l'heure, à 25 il faut avoir un taux de capitalisation de 13,5. Si on a un taux de capitalisation de moins de 11 je vous dis tout de suite, il n'y aurait aucune ristourne qui pourrait être versée par la Caisse parce que les ristournes sont normées et la Fédération exige qu'on ait au moins un taux de capitalisation de 11 Oups, excusez-moi. Suffisance de fonds propres, si on regarde les années précédentes, en fait, on avait en 2013 15,6, 2014 15,3. En 2015, on était rendu à 13,6. Je vous rappelle que pour voir la ristourne maximum, ça prend au moins 13,5. Donc, on commence à avoir un petit problème. Et on a amélioré, évidemment, notre capitalisation en 2016 à 14,7 En faisant quoi? En transférant, en fait, des parts permanentes en parts de capital F et en réinvestissant une partie plus importante, en fait, de nos excédents. Donc, à 14,7, ça nous situe quand même très bien. Suffisance des fonds propres, BAL 3, en fait, ce qu'on comprend, en fait, c'est que la croissance des excédents, en fait, est insuffisante pour combler les besoins de capital en lien avec la croissance des actifs pondérés en fonction des risques. Donc, il faut capitaliser davantage pour poursuivre la croissance au niveau des hypothèques, des prêts à consommation, des prêts aux entreprises. Une saine gestion du capital doit permettre de supporter la croissance des affaires et assurer la pérennité de la Caisse à long terme. La meilleure façon, en fait, et la moins onéreuse pour la Caisse, c'est de capitaliser et d'allouer une part plus importante de ces excédents d'exploitation à la réserve. Depuis janvier 2013, en fait, l'accord de BAL 3, les parts permanentes et les parts de ristourne sont exclues du capital 1A. Les mesures transitoires de l'AMF permettront d'amortir l'impact sur 10 ans. On est rendu en fin de 2016 à 40 et annuellement, c'est 1 713 000 qu'on rejette au niveau des parts permanentes. Ça veut dire que si on ne fait rien, automatiquement, on perd de notre capital, on perd 1 713 000 à chaque année. Fait qu'il faut trouver une façon. Une des façons qu'on peut faire, c'est convertir nos parts permanentes en parts de capital F. Vous avez tous reçu une lettre à cet effet, en fait, ceux qui en détiennent, en septembre.
et je vous invite évidemment à consulter vos conseillers pour convertir vos parts permanentes en parts de capital F. Évidemment, il n'y a plus d'émission de parts permanentes puisqu'elle ne contribue plus à atteindre le ratio de capital de la Caisse. Voilà pour la partie financière. Maintenant, au niveau un point important qu'on ne saurait taire, en fait, c'est l'évolution de la Caisse et de ses centres. En fait, si on regarde, évidemment, vous êtes de plus en plus nombreux, puis ça, c'est un fait. Ce n'est pas nécessairement vous ici dans la salle, mais regardez alentour de vous, vous êtes de plus en plus nombreux à faire usage des applications des jardins, évidemment sur le mobile, entre autres, qui sont disponibles. Votre autonomie financière est intimement liée aux outils que nous mettons à votre disposition. Et si on regarde la prochaine étape, c'est l'évolution des modes de transaction. Et ça, je spécifie, c'est la Caisse des Jardins du Cœur-des-Vallées. Quand j'ai vu ce graphique-là la première fois, je vous avoue que j'ai vu celui de la Fédération, celui du mouvement. Je me suis dit, oui, bien c'est sûr, c'est à Montréal, c'est en quelque part, ça reflète une certaine réalité. Et là, j'ai dit, on va en sortir un vraiment pour la Caisse du Cœur-des-Vallées. Ce qu'on constate sur ce graphique-là ou cette charte-là, on voit que les transactions, l'ensemble des transactions des particuliers, on parle de particuliers ici uniquement, comptoir caissier, 4 Et ça, c'est une réalité de la Caisse du Cœur-des-Vallées. Donc, 4 des transactions se font au comptoir. Les guichets automatiques, c'est 9 Soit dit en passant, la baisse pour les guichets automatiques est de 7 par année. Donc, les guichets automatiques, finalement, baissent continuellement. Transactions automatisées, on est à 27 Ça, c'est les retraits automatisés, toutes sortes de retraits pour payer des assurances, payer des prêts, payer des différents virements qui peuvent être faits. Et aussi des dépôts directs. On a de plus en plus de dépôts directs, soit avec les payes, soit avec les chèques de pension au gouvernement, les chèques de remboursement de toutes sortes, qui sont faits de façon automatisée. Les paiements directs, eux, qui sont faits par les achats, par les cartes, entre autres, accès, 46 Et finalement, accéder, Internet et téléphone intelligent, on pourrait mettre dans ça aussi, rajouter la tablette, on est à 14 Et en passant, ça augmente de 10 par année. Donc, à chaque année, l'accès Internet, même si je sais qu'il y a certaines régions qui n'ont pas encore d'Internet, mais globalement, sur notre territoire, augmente de 10 par année. L'autre tableau, en fait, ça nous montre un petit peu l'évolution, en fait, des différents canaux. Ce qu'on voit là-dedans, on voit les 3 premiers, c'est le conventionnel. Donc, on voit le comptoir caisse. Si vous regardez comme il faut, vous allez voir que le comptoir caisse, en 5 ans, a baissé de 31 Donc, l'utilisation du comptoir caisse, 31 de moins en 5 ans. Les guichets automatiques, 19 de moins en 5 ans. L'accédé téléphonique, ce qu'on faisait peut-être un temps, on faisait quand même plus ça, tout le monde faisait ça, mais l'accédé téléphonique est en décroissance de 26 en 5 ans également. De l'autre côté, à l'extrémité, accédé Internet mobile, croissance de 58 en 5 ans, et je peux vous dire que ça n'existait pas, à peu près pas, il y a 10 ans. Donc, c'est 58 en 5 ans. Pensez juste aux tablettes. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des tablettes. Pensez juste même au téléphone cellulaire. Combien de gens, finalement, n'ont plus de téléphone à la maison? C'est en croissance. Transactions automatisées, une croissance de 16 et les paiements directs, 2 C'est un peu à l'instar, en fait, aussi de d'autres organisations ou de d'autres qui sont, regarde, exemple, Post Canada. On sait très bien que Post Canada utilise de moins en moins de timbres, on utilise de moins en moins de Post Canada parce qu'on fait des dépôts, on fait des paiements, évidemment, sur accédé Internet mobile. Bell Canada, entre autres, qui avait le monopole, on regarde aujourd'hui, dernière statistique que j'ai vue, il y a plus 50 des gens qui ont un téléphone à la maison. Qui aurait cru ça? Les gens ont des téléphones intelligents, des téléphones cellulaires qui utilisent à différentes fins. Les magasins, pensez juste aux magasins de musique, HMV, les achats en ligne. On voit que vraiment le commerce de détail fait face, évidemment, à ces modifications-là, de façon de consommer. Donc, à cet effet, au cours de l'année 2018, en fait, de nouveaux guichets automatiques, nouveaux modèles de guichets automatiques, viendront remplacer ceux actuellement en place, dont la technologie est devenue désuète. Donc, on aura à prendre des décisions par rapport aux nouveaux guichets automatiques. Chaque nouveau guichet automatique, en passant, va nous coûter 50 000 à installer. Donc, on en a 13. Si on en garde 13, ça va nous coûter 650 000 à installer. Donc, il y aura des décisions à faire là-dessus. Les nouveaux modèles offriront évidemment des commodités nécessaires à vos transactions. Vous allez voir qu'ils vont être quand même modifiés pas mal. Ils auront vraiment un accès tactile aussi. Et en ce qui concerne le réseau, en fait, le réseau de distribution, on devra revoir le réseau en 2017 et en 2018, finalement, suite aux changements, en fait, qui s'opèrent dans l'ensemble de la façon de faire les transactions. Voilà.
Merci beaucoup, M. Hawkins. Donc, vous venez de prendre connaissance de la situation financière de votre caisse pour le dernier exercice. Vous pourrez toujours poser des questions relatives à cette présentation au point 9 de l'ordre du jour. Nous allons maintenant passer au point 7 et 8 sur la présentation de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu. On va poursuivre avec Mme Perra, directrice ressources humaines et communications, à vous faire part de l'engagement de la Caisse dans son milieu. Nathalie? Alors, bonsoir à tous. Le Fonds d'aide au développement du milieu vise à verser des sommes à des fins d'éducation coopérative, économique, financière, d'entraide, de développement du milieu et de soutien aux organismes communautaires. Ces fonds proviennent des excédents générés par la Caisse durant son année financière et sont acceptés par les membres lors de l'Assemblée annuelle. En début d'année 2016, nous avions un solde de 614 000 $. C'est ajouté à ce fonds une partie des excédents de 2015, soit un montant de 50 000 $. Nous avons distribué une somme de 150 000 $ en 2016 qui nous amène à un solde de 550 000 $ en fin de l'année. À titre de membre, votre relation d'affaires avec votre caisse vous permet de contribuer à l'amélioration de votre milieu de vie, en plus de vous donner droit à de multiples avantages. L'accès à une offre de services complète et à des outils pratiques, la possibilité de profiter d'offres exclusives, de bénéficier de la ristourne individuelle, de participer aux décisions de votre caisse sont des exemples concrets des bénéfices que vous retirez à être membre d'une coopérative financière. Au cours de la dernière année, en 2016, la Caisse a remis en avantage membres des Jardins une somme totalisant 136 000 $. Le Fonds d'aide au développement du milieu, les dons ainsi que les commandites sont des leviers importants pour soutenir la vitalité socio-économique de notre communauté. En 2016, c'est un montant total de 217 784 $ qui a été investi pour appuyer, entre autres, des projets suivants: le complexe jeunesse Mado-Jeunes, la salle de musique du boulevard de la Vallée, le programme Desjardins Jeunes au travail, la Fondation Santé de Papineau, ainsi que la résidence Le Monarque. La Caisse a également entrepris cette année une réflexion sur son engagement dans la communauté. Pour alimenter cette réflexion, la Caisse a consulté ses membres sur les orientations de son Fonds d'aide au développement du milieu. Votre Caisse croit qu'il est important que la composition de ses conseils d'administration ainsi que celui de surveillance représente fidèlement son milieu. Elle a donc mis en place des moyens pour favoriser le recrutement des femmes et des jeunes. Le programme Jeunes dirigeants de la relève a suscité l'intérêt de 6 jeunes au cours des dernières années. De ce nombre, 2 sont maintenant membres du conseil d'administration et 2 également du conseil de surveillance de la Caisse. L'éducation est un des principes fondamentaux du modèle coopératif qui est au cœur de notre mission. C'est dans cette optique que Desjardins a mis la persévérance scolaire et la réussite éducative à l'honneur durant la semaine de la coopération de 2016. Ainsi, plus de 7 000 employés et dirigeants de Desjardins se sont engagés dans quelques 420 activités à travers le Québec et l'Ontario et ont permis d'amasser 1,8 million de $. En 2016, la Fondation Desjardins a lancé les prix Fondation Desjardins destinés aux intervenants des milieux scolaires et communautaires qui désirent réaliser un projet avec des jeunes d'âge primaire et secondaire. En plus d'octroyer des bourses permettant à des jeunes de poursuivre leurs études, la Fondation appuie aussi plusieurs programmes et organismes encourageant la persévérance scolaire. De plus, les jeunes et leurs parents ainsi que les enseignants ont accès au contenu éducatif et à la caisse scolaire au www.caissescolaire.com. Par l'entremise du programme Mes finances, mes choix, Desjardins accompagne les jeunes adultes à une étape de vie où ils sont confrontés à de multiples décisions financières pour la première fois. Un des buts premiers de ce programme d'éducation est de les aider à devenir des consommateurs responsables en les préparant à prendre des décisions financières éclairées et à faire des bons choix. Ainsi, dans notre région, c'est plus de 246 jeunes qui ont participé à ces formations. Chaque fois que vous faites affaire avec la Caisse Desjardins, vous choisissez un groupe financier coopératif qui s'investit dans le milieu et qui contribue à enrichir la vie des personnes et de notre communauté. Alors, un gros merci. Maintenant, permettez-moi de vous présenter 2 organismes qui ont bénéficié de la contribution du Fonds d'aide au développement du milieu de la Caisse au cours de 2016.
Tout d'abord, M. Sylvain Charon, directeur général du complexe Mado-Jeunes, ainsi que suivi de Mme Francine Saint-Jean, directrice générale du Carrefour Jeunesse Emploi Papineau. Alors, M. Charon, merci. Alors, bonsoir. Alors, Mado-Jeunes a réalisé en décembre dernier l'ouverture du complexe jeunesse dans le secteur Angers. C'est un des projets les plus ambitieux de l'Est de Gatineau pour un organisme communautaire qui a obtenu le soutien de la Caisse dès le début, il y a 5 ans, quand on a commencé à travailler sur ce dossier-là. Pas seulement pour de l'aide financière, mais aussi du support financier. Parce que quand on fait un investissement qui est un investissement de 600 000 $, on a besoin que notre caisse soit à nos côtés pour justement ouvrir pour les autres. C'est pour ça que l'investissement de la caisse est non seulement une aide financière qui a permis de réaliser le projet, qui, soit dit en passant, c'est autofinancé, aucune dette à la fin. Grâce justement à ce support financier, ça a permis d'aller chercher d'autres bailleurs de fonds. Il faut pas, on ne s'attend pas nécessairement que la Caisse ramasse toutes les factures, mais on s'attend que la Caisse soit en arrière des grands projets qui sont porteurs. Quand vous pensez que dans le secteur Angers, c'est la communauté où il y a la plus forte ratio au niveau des déplacements de population pour la jeunesse, je pense qu'il fallait faire quelque chose. Mado-Jeunes est le premier organisme communautaire qui s'est implanté directement dans le quartier d'Angers, grâce à son support de la ville de Gatineau, parce que le Mado-Jeunes est un grand partenaire, mais aussi de la Caisse populaire qui a vu aussi la force financière de Mado-Jeunes dans les dernières années dans ses investissements. On avait réalisé en 2005 l'implantation d'un bistrot pour adolescents dans le centre-ville de Buckingham. C'est notre 3e point de service, c'est le plus ambitieux. C'est un investissement de 600 000 $. Alors, pas besoin de vous dire qu'on n'avait pas juste besoin d'un support financier de fonds, mais on avait aussi besoin d'un support financier, d'instruments financiers. Ce qu'on a obtenu à la Caisse, c'est un charme. Quand on a commencé ce projet-là, il y avait 2 caisses. Quand on l'a terminé, il n'y en avait rien qu'une. Mais il y a toujours eu la même ardeur de tous les employés de travailler pour que ce projet-là se réalise. Et je remercie la Caisse, pas juste pour le montant d'argent, mais pour ce support-là qui va permettre, parce que ça fait 3 mois que le complexe est ouvert, il y a déjà 1200 jeunes qui ont passé là. Je pense qu'on le savait où on s'en allait. Puis tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis on a réussi ensemble. Fait que merci à la Caisse populaire. Puis comme membre de la Caisse, bien, moi je suis fier de savoir que ma Caisse populaire soutient le développement communautaire. Je ne veux pas savoir comment les organismes, puis les organismes citoyens aussi ont besoin de savoir que la Caisse est en arrière de elle, pas juste pour de l'argent, mais aussi pour du support financier, d'instruments financiers, l'encadrement. C'est pas pour rien que les organismes communautaires, le premier réflexe qu'ils ont, c'est de choisir la Caisse parce qu'ils sentent que ce n'est pas juste une place où on va déposer de l'argent, mais une place où on peut avoir de l'aide quand c'est le temps de faire des investissements dans la communauté. Alors, au nom de tout le conseil d'administration de Mado-Jeunes, mais surtout tous les adolescents qui vont pouvoir se rendre au complexe jeunesse, merci. Pas évident de parler après Sylvain Charon. Hein? Nous autres, on n'est pas. La Caisse n'est pas en arrière de nous, elle est à côté. Carrefour Jeunesse Emploi, là, une porte, là, mais peut-être qu'on va essayer qu'elle soit en arrière de nous un moment donné parce qu'on commence à manquer de place au Carrefour. Écoutez, moi, j'ai deux dossiers à vous parler. En fait, je veux dire merci à M. Jean-Claude Pelletier qui travaille avec moi sur le premier dossier qui est Mes finances, mes choix depuis un certain nombre d'années. Mes finances, mes choix, c'est un projet d'éducation financière. Il y a des publicités à la télé présentement qui passent régulièrement. Je les trouve très intéressantes. C'est un projet qui a été développé dans la région. Nous, comme Carrefour, même avant qu'on soit un Carrefour, on faisait des ateliers sur les budgets. On a travaillé au développement de l'École de l'argent. On est là depuis le début. Et là, maintenant, il y a Mes finances, mes choix qui est soutenu par les caisses populaires.
par le réseau Desjardins, en fait, et à travers le Québec, ça s'est déployé beaucoup. Nous, on l'utilise beaucoup auprès des jeunes de 16 à 17 ans dans les écoles. On donne de la formation dans les écoles et souvent dans les écoles où les jeunes sont plus démunis. Donc, ça a un apport peut-être encore plus grand parce qu'ils n'ont souvent pas d'aide autour d'eux pour les orienter vers comment utiliser leur financement. Il y a un atelier intéressant pour les jeunes de nos territoires qui est Partir en appartement, qui a été développé par une employée chez nous. Et on le sait que les jeunes qui habitent dans les milieux ruraux, souvent, quand ils partent en appartement, c'est pour aller étudier, en tout cas une partie d'entre eux. Tu ne peux pas étudier souvent en restant dans les petits milieux, donc tu dois quitter. Donc, il y a des super beaux outils, puis ça a été vraiment développé avec Desjardins, qui nous soutient depuis plusieurs années, puis avec qui on travaille de très près pour s'assurer que le travail se fasse bien, l'approche dans les écoles, les outils soient bien développés, fait que ça va bien. Et on a aussi Desjardins Jeunes au travail qui existe depuis, pour notre carrefour depuis 2 ans, mais qui existe depuis très longtemps dans la Prairie ou la Valtrie, là, un carrefour là-bas, d'Autry-Joliette, c'est dans la Naudière, qui a été développé il y a plus de 20 ans. Donc, nous, on a ce projet-là qui est parti l'année dernière. On a 2 entreprises qui nous ont soutenus, c'est-à-dire la municipalité de Tursault, et j'ai oublié l'autre, qui nous ont soutenus dans le projet, puis qui se sont lancés là-dedans pour faire avancer le dossier. On est à la 2e année, on a déjà des entreprises, on va avoir 7 postes de jeunes qui vont être financés pour des emplois d'été. Ce n'est pas des emplois étudiants, c'est des emplois d'été, c'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un jeune de 16 ans ou de 15 ans qui a lâché l'école, puis qu'il n'est pas sûr qu'il veut retourner, il y a de la difficulté, puis il pourrait être embauché par ce programme-là, et ça pourrait donner le goût de retourner aux études. Parce que les jeunes qui sont embauchés dans le projet Desjardins Jeunes au travail, c'est des jeunes pour qui c'est leur premier emploi significatif. Donc, c'est encore plus important que tous les projets d'étudiants parce qu'on va chercher des jeunes, souvent des jeunes de 16 ans, qui n'ont pas eu la chance de travailler puis qui ne seraient peut-être jamais embauchés à 16 ans dans une entreprise. Fait que ça, c'est un point qui est particulier pour le projet. Et Desjardins paye 50 du coût total du salaire minimum jusqu'à concurrence de 180 heures pour l'entreprise, et l'entreprise paye l'autre 180 heures. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça. Fait qu'on remercie les Caisses Desjardins. Puis je vous ai préparé un petit document que vous pouvez regarder tranquillement à la maison. Si vous avez des jeunes, ils peuvent venir chez nous, puis on va les soutenir n'importe quand. On a un point de service à Buckingham, on en a un à Saint-André-à-Velin, en face de la caisse, puis ici, c'est à côté de la caisse. Alors, merci beaucoup, Mme Perra, M. Charon et Mme Saint-Jean, pour vos beaux témoignages. En complément d'information, j'aimerais vous mentionner qu'en novembre dernier, la Caisse a tenu sa première consultation auprès des membres. L'objectif de cette consultation était d'impliquer les membres dans les orientations de l'utilisation du Fonds d'aide au développement du milieu. La démarche a permis aux membres d'indiquer 3 secteurs d'activité qu'ils aimeraient que la Caisse soutienne par le Fonds d'aide. Il s'agit surtout de l'éducation, la santé et le développement économique. Il faut souligner que ce résultat ne vient pas exclure de façon automatique les autres secteurs d'activité, tels que les arts et la culture, l'environnement, les sports et loisirs et les œuvres humanitaires, ainsi que les services communautaires. Malgré les orientations souhaitées, chaque demande d'aide financière est analysée individuellement en lien avec la politique du Fonds d'aide au développement du milieu. Il est ensuite présenté au comité dons et commandites aux fins de recommandation auprès du conseil d'administration. Ainsi, les demandes correspondant au secteur d'activité éducation, santé et développement économique ne sont pas automatiquement acceptées et doivent faire l'objet également d'une analyse. L'appel de projet aux organismes souhaitant déposer une demande d'aide financière pour réaliser un projet structurant pour la communauté se fera du 1er mai au 30 novembre 2017 pour l'année 2018. Nous vous informons également qu'à l'automne 2017, nous récidiverons à nouveau avec une nouvelle consultation auprès de nos membres. Maintenant, nous passons à la période de questions, le point 9. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires à formuler, soit au conseil d'administration ou au conseil de surveillance? Veuillez vous approcher au micro s'il y a lieu.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonsoir, M. Lalonde. Je m'adresse à vous en tant que vice-président du Carrefour culturel Estacade. L'endroit que vous siégez actuellement porte le nom de Salle des Jardins et depuis 12 ans que le Carrefour culturel existe. C'est un conseil d'administration qui a pour objet de fournir à la population de l'Est de Gatineau une programmation culturelle. La Caisse populaire nous a accompagnés année par année et continue de le faire. Et ceci nous permet, grâce à votre support comme partenaire majeur, de continuer à offrir à la population des activités culturelles. Et merci beaucoup de votre contribution. Et à l'entrée, vous avez vu, il y a une nouvelle affiche qui est également fournie par notre Caisse populaire. Merci et continuez à nous supporter. Merci beaucoup, M. Lalonde. C'est très apprécié. C'est sûr que la Caisse adore supporter des projets structurants et surtout qu'avec le nom de la Salle des Jardins dans l'est de la ville, ça a quand même sa notoriété. Et le conseil d'administration de l'Estacade fait en sorte là, que l'ensemble des activités se déroulent très bien ici. Fait que merci à votre conseil d'administration également. Autres commentaires, autres questions? Donc, sans plus tarder. Pierre. Oui, oui. Mais il y a l'air d'avoir personne d'autre. Allez-y, madame. Monsieur, j'ai constaté qu'il semblait y avoir plusieurs femmes au conseil d'administration, mais j'en vois pas sur l'estrade. Effectivement, le comité exécutif est composé exclusivement d'hommes. Malheureusement, ce n'est pas une exclusion automatique. À chaque année, lors du premier conseil d'administration qui suit l'Assemblée générale, comme cette année, ça va être jeudi prochain, l'ensemble des postes est remis en élection. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas sûr de garder mon poste de président. Même chose pour le poste de vice-président ou M. Saint-Jacques, le secrétaire. Donc, l'ensemble des postes s'est revu à chaque année. Fait que nécessairement, s'il y avait des dames qui seraient intéressées à postuler sur le bureau de direction, c'est libre à elles et on les encourage à le faire également. Bien, c'est ça ma question. Oui. Qu'est-ce que la Caisse fait pour encourager les femmes à participer davantage? À l'heure actuelle, nécessairement, le bouche à oreille fait son œuvre. On essaie, tant bien que mal, d'aller recruter des femmes, d'abord lorsqu'on a une élection. Cette année, comme vous avez pu le constater, il y avait 5 postes de dirigeants et une dirigeante qui venait en élection. Il n'y a pas eu d'opposition du tout. Fait qu'il y a eu le même nombre de candidats qui ont déposé leur candidature que le nombre de postes. Avoir été encouragé d'autres femmes à venir, ça aurait été l'exemple parfait. Nous avons aussi mis des annonces à l'intérieur de notre caisse pour susciter l'apport de femmes comme dirigeantes stagiaires. Alors, à l'heure actuelle, le poste de dirigeant stagiaire, il est libre au conseil d'administration. Donc, nous avions une dame, elle est maintenant devenue Mme Maude Arabi-Morin. Elle était dirigeante stagiaire avec nous, elle est devenue maintenant dirigeante à part entière. Fait qu'encore là, avec le bouche à oreille, nous suscitons quand même l'apport des dames à venir participer à notre conseil d'administration. Merci beaucoup. Madame, si vous me permettez de rajouter au conseil de surveillance, c'est le même principe que le conseil d'administration également. Notre première réunion qui se fera au mois de mai, c'est celle qui suit l'Assemblée générale annuelle. Et à ce moment-là, moi non plus, je ne suis pas certain d'avoir le poste. Les officiers sont votés, sont mis en nomination, le même principe que le conseil d'administration. Également, de notre côté, nous avons eu sur le conseil de surveillance une jeune dirigeante stagiaire qui était avec nous pendant un bout de temps, une période de temps, puis elle est devenue maintenant dirigeante. En fait, il y en a eu 2, qui est Mme Gabrielle Papineau, qui s'est joint à nous comme dirigeante, et M. Marc-Olivier Guindon, qui était également un jeune dirigeant stagiaire. Comme Pierre dit, les annonces sont là, il n'y a pas d'autres personnes. C'est difficile d'avoir des gens, madame. C'est difficile. Mais
l'ouverture est là, puis on apprécierait beaucoup qu'il y ait d'autres femmes et d'autres hommes aussi qui veulent s'impliquer. Et à l'intérieur de des comités que nous avons dans notre caisse, je peux vous confirmer que Mme Lucie Bourassa préside la commission de vérification, le comité de vérification. Donc, c'est elle qui est les guides de ce comité-là, en tant que tel. Donc, on a moins de dames au pouvoir d'un comité. Il y a des normes aussi de Desjardins, madame, si vous me permettez. Il y a des normes, je crois, à l'intérieur de Desjardins qui nous obligent d'avoir une certaine représentativité d'hommes et de femmes. Et je crois qu'on est très... On essaie d'avoir la parité homme-femme à l'intérieur de l'ensemble de nos instances. Actuellement, il y a 6 femmes sur 13 membres du conseil d'administration. Donc, on a presque la parité, là, actuellement. Nous, au conseil de surveillance, on est bien loin de la parité encore. Donc, 1 sur 5, mais on espère que ça s'en vient. Ça viendra. Ça viendra, c'est ça. Bonsoir, monsieur. André Leblanc. Juste une question d'information. J'ai vu dans votre présentation tantôt qu'il y avait des améliorations, des mises à jour de vos guichets automatiques. OK? Puis le gros du mot, c'était accessible 24 sur 7. OK? 7 jours, 24 heures. Je remarque que notre guichet automatique, côté ouest, sur le chemin d'Épine, ne l'est pas. Est-ce qu'il va y avoir des changements à ce guichet-là, qui est situé dans le métro du chemin d'Épine? Je sais qu'à l'heure actuelle, il est trop tôt pour vous confirmer ou infirmer cette information-là. C'est parce que l'étude n'a pas été faite encore. Fait que nous commençons cette année, en 2017, premièrement, l'étude de rentabilité de l'ensemble de nos guichets. Et par la suite, la décision viendra en fonction de la réalité qui nous sera présentée. OK, je vous remercie. Il faut dire, Pierre, Oui. juste, M. le Président, juste peut-être mentionner que ce guichet-là était situé à l'intérieur du métro, donc c'est pour ça qu'il n'est pas accessible en tout temps. Là, il faudrait voir si on aurait un accès extérieur, mais pour l'instant, il est situé à l'intérieur, donc on n'a pas accès en tout temps là, au guichet automatique. Je regarde le plus bel exemple de ça, les guichets automatiques. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller sur le Montée-Paiement ou IGA. OK? Il y a une section à l'extérieur qui permet accès au guichet 24/7. Exact. OK. Ce qui aurait été possible d'être fait au métro. Je pense qu'il y a eu peut-être un petit manque de négociation avec les propriétaires du métro. S'ils ont déjà une toiture, il s'agirait de faire 2 nœuds. Fait que, tu sais, en tout cas. Toutes les possibilités sont là. Ouais. OK. Merci. Merci de votre intervention. Bonsoir, M. le Président. Monsieur Soucy, bonsoir. Je représente les gens des résidences du Bel Âge. Je voudrais en profiter. Je suis président du conseil d'administration depuis le mois de septembre dernier. Je sais que la Caisse, l'an dernier, a participé à un projet pour aider à la cour intérieure de nos résidences. Alors, je tenais simplement à vous remercier au nom de ces personnes âgées-là, les 70 personnes qui font partie de cette résidence-là, qui auront certainement besoin d'aide un autre tantôt pour d'autres projets. Alors, je vous salue là-dessus, puis je vous en remercie infiniment. Bien, merci beaucoup de votre commentaire, M. Soucy. Ça nous fait plaisir de participer à l'élaboration de nos personnes du troisième âge du secteur. Autres commentaires, questions de la salle? Autant au CA, au CS, ou commentaire général? C'est beau. Donc, on est maintenant rendu au point 10, l'adoption du taux d'intérêt sur des parts permanentes. À chaque année, le conseil d'administration doit recommander le versement des intérêts sur des parts permanentes. Le conseil d'administration recommande de voter le taux maximum de rémunération des parts permanentes recommandé par la Fédération, soit 3,50 %. Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cette recommandation? Madame Liette Potvin. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Marie-Josée Lontin. Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Je déclare donc la proposition d'adopter la recommandation du conseil d'administration concernant le taux d'intérêt sur les parts permanentes adoptée à l'unanimité. Le point 11, adoption du taux d'intérêt sur les parts de Ristourne. Comme au point précédent, le conseil d'administration vous recommande de verser le taux maximum de rémunération des parts de ristourne recommandées par la Fédération, soit 3,50 %. Quelqu'un propose-t-il l'adoption de cette recommandation?
Ginette Larose. Quelqu'un appuie-t-il la proposition? Madame Claudette Baudin. Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Je déclare donc la proposition d'adopter la recommandation du Conseil d'administration concernant l'adoption du taux d'intérêt sur les parts de ristourne adoptée à l'unanimité. Maintenant, au point 12, adoption de la répartition des excédents annuels. M. Harkins vous fera connaître la recommandation du Conseil d'administration concernant la façon de les répartir. Après quoi, vous aurez à vous prononcer sur cette recommandation. M. Harkins. Oui, pour les excédents à répartir, donc on a des excédents à répartir pour un total de 4 986 000. La première chose, évidemment, c'est qu'il faut payer les intérêts sur les parts permanentes que vous venez juste de décider, donc à 3,5 %. Ça vient d'être voté. Ça représente 220 124. Le deuxième volet, il faut payer les intérêts sur les parts de ristourne qui vient également d'être voté à 3,5 %, donc qui représente 21 974. Là, je vais sauter juste une ligne. La ristourne totale recommandée est de 951 000, ce qui est le maximum selon la norme pour les ristournes. Comme on est à 14,7 de taux de capitalisation, qui est plus élevé que 13,5, on peut aller jusqu'à 25 des excédents ristournables, et c'est ce qu'on recommande. L'année dernière, je vous rappelle juste que les excédents ristournables pouvaient aller jusqu'à 30 mais c'est normé. Cette année, c'est 25 ce qui va faire qu'on a plus de capitalisation, donc un virement plus important à la réserve générale et un peu moins de ristourne. Donc, la réserve générale, la recommandation est de faire un virement de 4 048 902. La ristourne totale, 951 000. Fonds d'aide au développement du milieu, on ne recommande pas de mettre un montant additionnel, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de l'argent qui va sortir. Évidemment, ils vont en sortir. Les gens qui ont déjà fait part de leurs commentaires tout à l'heure, évidemment, qui comptent sur la présence de Desjardins, ça continue. C'est qu'on a déjà une réserve de 554 000 qui est déjà en réserve, qui est déjà là. Donc, on la considère assez bien capitalisée. Et finalement, les impôts récupérés sur la ristourne, 256 000, qui totalisent le 4 986 000. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires concernant cette proposition de répartition? Non. Donc, on est prêt à voter. Qui vote pour cette recommandation de proposition de répartition? Oh, excusez-moi. Je vais revenir en arrière. Qui propose l'adoption de cette recommandation? Monsieur Pierre Lalonde. Qui appuie cette proposition? Monsieur Bertrand Aymon. Donc, là maintenant, qui vote pour? Qui vote contre? Donc, je déclare donc la proposition d'adopter la recommandation du Conseil d'administration concernant la répartition des excédents annuels adoptée à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 13 des élections des membres du Conseil d'administration. Avant de passer au point suivant, soit les élections au Conseil d'administration, il y a lieu de préciser que tel que le prévoit le règlement de régime interne, la mise en candidature devait se faire par écrit et être produite au bureau de la Caisse avant la fermeture, soit au plus tard, le 13 avril 2017, 20 h. Le nom des candidats a été affiché dans tous les établissements de la Caisse sur réception et ils sont demeurés jusqu'à l'Assemblée. Tel que le prévoit le règlement de régime interne, puisque je suis moi-même en élection, nous recommandons que Mme Lucie Bourassa, dirigeante au Conseil d'administration, agisse comme présidente d'élection. Et puisque le secrétaire d'Assemblée, M. Saint-Jacques, est également en élection, nous recommandons que Mme Maude Raby-Morin, également dirigeante au Conseil d'administration, agisse en tant que secrétaire d'élection. Je vous rappelle qu'elles conservent leur droit de vote. Est-ce que quelqu'un appuie cette proposition? M. Bertrand-Raymond. Des questions, des commentaires sur cette proposition? Nous sommes maintenant prêts à voter. Qui vote pour? Qui vote contre? Je déclare donc la proposition de nommer Mme Lucie Bourassa à titre de présidente d'élection et Mme Maude Raby-Morin à titre de secrétaire d'élection adoptée à l'unanimité. J'invite donc Mme Bourassa et Raby-Morin à venir prendre place à l'avant.
Il y a des dames. Ben oui, il y a des dames en avant. Il y a des dames. Ça fait plaisir de vous voir, mesdames. Bonsoir tout le monde. Je vous rappelle que pour être membre d'un conseil de la Caisse, toute personne physique qui est membre de plein droit de la Caisse, à l'exception d'un membre admis depuis moins de 90 jours, sauf s'il s'agit d'un fondateur, d'un membre auxiliaire, du directeur général de la Caisse, d'un employé de la Caisse, de la Fédération, ainsi que d'une autre personne morale ou société du groupe, un membre d'un autre conseil de la Caisse, d'un dirigeant ou d'un employé d'une autre caisse, d'un majeur pourvu d'un régime de protection ou d'une personne privée totalement ou partiellement du droit d'exercer ses droits civils, d'un failli non libéré, d'une personne déclarée coupable depuis moins de 5 ans d'une infraction ou d'un acte criminel comportant fraude ou malhonnêteté, à moins d'en avoir obtenu le pardon ou la réhabilitation, d'une personne destituée de ses fonctions depuis moins de 5 ans en vertu de l'article 118. Un dirigeant qui est dans une situation de conflit d'intérêts doit, sous peine de destitution de ses fonctions, dénoncer cette situation, s'abstenir de voter sur toute question concernant cette situation et éviter d'influencer la décision s'y rapportant. Il doit en outre se retirer de la réunion pour la durée des délibérations et du vote qui concerne cette situation. Mention de la déclaration de la situation de conflit d'intérêts doit être faite au procès-verbal de la réunion. J'invite maintenant Mme Raby-Morin à nous résumer les principales responsabilités des deux conseils. Donc, le conseil d'administration a la responsabilité générale d'administrer, c'est-à-dire qu'il analyse, oriente et contrôle les affaires de la Caisse et s'assure qu'elle offre tous les services correspondant aux besoins de ses membres, qu'elle contribue au développement de son milieu et qu'elle soit gérée de façon saine et prudente et qu'elle imprègne ses activités et son fonctionnement des valeurs des jardins. Il collabore également au renforcement constant du mouvement, d'où la Caisse tire une grande partie de sa capacité d'action. Quant au conseil de surveillance, c'est l'instance qui a pour fonction de surveiller les dimensions éthiques, déontologiques et coopératives des activités de la Caisse. Il donne des avis et fait des recommandations au conseil d'administration. Il s'assure du respect des règles du Code de déontologie et du droit des membres. Il veille également à ce que la Caisse mette en place des pratiques pour favoriser l'éducation financière, économique et coopérative et que son engagement dans le milieu se réalise conformément aux valeurs coopératives de Desjardins. Merci, Mme Raby-Morin. Donc, on est rendu à l'élection des membres du conseil d'administration. Je vous rappelle qu'au conseil d'administration, le mandat de Mme Annie Boucher, M. Ghislain Guindon, M. Jean-Claude Pelletier, M. Pierre Perrat et M. Hugues Saint-Jacques se termine aujourd'hui. Au même titre que tout autre membre de plein droit admis depuis au moins 90 jours, chacun peut être proposé comme candidat. Voici les mises en candidature reçues dans les délais prévus pour le conseil d'administration. Annie Boucher, proposée par Sylvain Paquette. Ghislain Guindon, proposé par Hugues Saint-Jacques. Jean-Claude Pelletier, proposé par Pierre Boileau. Pierre Perrat, proposé par Carole Saint-Louis. Et Hugues Saint-Jacques, proposé par Ghislain Guindon. Donc, au conseil d'administration, le nombre de candidatures reçues étant égal au nombre de postes à combler, je déclare élus sans opposition Mme Annie Boucher, M. Ghislain Guindon, M. Jean-Claude Pelletier, M. Pierre Perrat et M. Hugues Saint-Jacques au poste d'administrateur. Félicitations, Madame et Messieurs. Concernant le conseil de surveillance, je vous rappelle qu'au conseil de surveillance, le mandat de M. Hugo Blais et de M. Bernard Brazeau se termine aujourd'hui. Au même titre que tout autre membre de plein droit admis depuis au moins 90 jours, chacun peut être proposé comme candidat. Voici les mises en candidature reçues dans les délais prévus pour le conseil de surveillance. M. Hugo Blais, proposé par Lise Boucher-Lemery, et M. Bernard Brazeau, proposé par Noëlla Bordelot.
Donc, au conseil de surveillance, le nombre de candidatures étant égal au nombre de postes à combler, je déclare élus sans opposition M. Hugo Blais et M. Bertrand Brazeau au poste de conseiller. Félicitations, M. Hugo Blais et M. Brazeau. Je demande aux dirigeants nouvellement élus de s'approcher afin de procéder à la signature de cet engagement solennel et de se conformer ainsi à notre règlement de régie interne. J'invite Mme Raby-Morin à lire publiquement l'engagement solennel qui est signé par les dirigeants réélus. Donc, je, sous-signé, déclare par la présente que je remplis les conditions pour agir comme dirigeante ou dirigeant de la Caisse des Jardins du Cœur des Vallées, que je suis au fait des principales responsabilités et obligations découlant de ma fonction, et que je me ferai un devoir de suivre un parcours de formation approprié qui tient compte du profil collectif de l'instance où je suis appelée à siéger, de manière à fournir le plus rapidement possible ma pleine contribution. À titre de mandataire de la Caisse et de représentant des membres, je m'engage sur mon honneur à agir avec soin, intégrité et loyauté dans le meilleur intérêt de la Caisse, de ses membres et du bien commun. À veiller à une administration saine, prudente et dynamique de la Caisse dans le respect de mes champs de responsabilité et en me conformant aux encadrements tels que les lois, règlements, normes, politiques applicables ainsi qu'au code de déontologie de Desjardins. À être présent de façon active et soutenue aux réunions des instances dont je suis membre et à faire affaire de façon significative avec Desjardins. Je prends notamment l'engagement d'être particulièrement attentive à respecter intégralement le caractère confidentiel des renseignements touchant les affaires de la Caisse et de ses membres, à éviter toute situation de conflit entre les intérêts de la Caisse ou de ses membres et mes intérêts personnels ou ceux des personnes qui me sont liées, et à prendre connaissance de l'information mise à ma disposition, notamment en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Enfin, je m'engage solennellement devant tous mes collègues, membres et dirigeants à respecter et à servir au mieux la mission de la Caisse, à promouvoir les valeurs des coopératives et celles propres au mouvement Desjardins, à promouvoir également des pratiques d'intercoopération, notamment en travaillant en équipe et en réseau, à travailler activement au développement de la Caisse, de la région et du mouvement Desjardins, notamment en participant de façon active aux activités de concertation, à connaître mon milieu et à m'y impliquer, ainsi qu'à promouvoir l'intérêt de ses membres, et ce, en plaçant l'amélioration de l'expérience de nos membres et la promesse Desjardins au cœur de mon engagement. En foi de quoi j'ai signé à Gatineau ce 25e jour du mois d'avril 2017. Merci et félicitations aux élus. Par ce geste, vous nous démontrez l'intérêt et la qualité avec lesquels vous exercerez vos responsabilités de dirigeant. J'invite maintenant M. Perra et Saint-Jacques à reprendre leur place pour la suite de l'Assemblée générale. Merci. Merci beaucoup, mesdames, pour votre très beau travail. Donc, nous sommes maintenant rendus à la partie des remerciements et du tirage. J'en profite pour remercier notre directeur général, M. Philippe Harkins, et son personnel motivé et dévoué pour tout le support professionnel qu'ils accordent à leurs dirigeants, et surtout pour la qualité de service qu'ils vous offrent à vous, chers membres. Félicitations aussi à ces dirigeants réélus, jouissant d'une plus grande expérience, pour leur engagement concret au sein du mouvement Desjardins. Notre Caisse a besoin de gens comme vous. Enfin, je vous dis un merci sincère pour votre présence et votre participation à cette 3e Assemblée. Nous comptons sur vous pour faire de la Caisse Desjardins du Cœur des Vallées une coopérative de services financiers dont nous continuerons d'être fiers. Je demande votre collaboration afin de compléter le sondage que vous avez dans votre sac à l'entrée et le déposer dans la boîte prévue à cet effet à la sortie de la salle. Mme Ginette Larose propose la levée de l'Assemblée, appuyée de M. Normand Hachek.